Je vais commencer par présenter un petit historique de cette collaboration qui s'est faite sur le secteur textile, qui avait pour but dans un premier temps, qui est né d'une volonté des différents acteurs du secteur de mettre ensemble d'abord leur capacité d'identification des risques et des performances dans la chaîne d'approvisionnement. Et comment cela ensuite a donné naissance à cette coalition, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, et ensuite je ferai un zoom sur deux outils qui sont particulièrement appropriés à la conversation d'aujourd'hui et qui sont particulièrement utilisés par les entreprises pour soit démarrer, soit renforcer certains aspects de leur devoir de vigilance, notamment le diagnostic marque et la partie et tout ce que nous travaillons actuellement sur la transparence. Vous connaissez pour les questions, n'hésitez pas à taper les questions que vous avez en cours de route, je ne manquerai pas donc d'y répondre au fur et à mesure. Donc tout d'abord sur la coalition. Donc la coalition a été créée dans un premier temps dans le but de diminuer les impacts négatifs qu'elle crée, mais surtout à terme de pouvoir donner et de pouvoir avoir une empreinte positive au sein de notre secteur. Le secteur aujourd'hui qui a lancé cette coalition, dans la Sustainable Apparel Coalition, était le secteur textile et chaussures et la mode, qui avait donc pour ambition de voir comment rendre leurs travaux et de donner un impact positif à leurs travaux. Et comment cela s'est concrétisé? Cela a commencé tout d'abord par un appel donné par différentes marques, Walmart et Patagonia, qui il y a 10 ans ont lancé ce travail. Et quand vous entendez ces deux marques, inévitablement, donc vous pensez comment deux entreprises avec un travail et une ambition et une exigence sur le développement durable aussi différentes ont pu s'allier. L'idée était de penser que si l'industrie, si le secteur veut pouvoir avancer, quelle que soit la maturité des programmes de développement durable des différentes entreprises du secteur, il faut qu'elles soient capables de démarrer et de commencer par avoir les moyens d'identifier leurs problèmes, et de se lancer dans une démarche d'amélioration une fois que ces problèmes ont été identifiés, donc quel que soit le niveau de maturité de l'entreprise. Donc c'était bien dès le début une volonté de pouvoir travailler avec toute entreprise. Et ainsi de suite, au fur et à mesure des années, l'entreprise et l'organisation a grossi. Un premier outil d'identification des risques a été créé en 2011 qui permettait d'identifier les performances et les risques environnementaux dans les chaînes d'approvisionnement. En 2014, nous avons lancé le bureau européen, sachant que le premier bureau avait été créé à San Francisco. Nous avions en 2015 plus de 5000 usines dans le système. Et à l'heure actuelle, nous avons à peu près plus d'un tiers de l'industrie textile et chaussures mondiale qui fait partie de l'organisation. Et nous avons environ 10 000 fournisseurs dans notre base de données. Et l'idée de base encore est bien de se dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, et surtout au vu des différentes problématiques qui émergent régulièrement, au vu de la complexification des problématiques et des exigences de plus en plus nombreuses qui sont demandées, et de la visibilité accrue qui est attendue de chacune des entreprises relative à la performance et la mesure de cette performance au sein des chaînes d'approvisionnement et de la chaîne de valeur, que c'est que ensemble, au sein d'une coalition, au sein d'une organisation qui regroupe tous ces acteurs, que cela est possible. Et aussi, au sein de la coalition, nous avons eu à cœur d'avoir des acteurs qui sont présents sur tous les continents. Nous avons des acteurs qui sont aussi bien présents aux États-Unis, en Amérique, qu'en Europe, qu'en Asie, car au final, les chaînes d'approvisionnement de ce secteur sont toutes les mêmes. Les principaux pays producteurs se comptent sur les doigts de la main. Alors après qu'ils exportent aux États-Unis, qu'ils exportent en France, qu'ils exportent au Japon, au final, ce sont les mêmes problématiques qui sont retrouvées. Et donc, l'idée était bien de se dire que c'est lorsque nous mettons toutes ces forces en commun que nous pourrons améliorer la situation. Et afin de mettre toutes ces forces en commun, ce que nous avons tenu à faire au sein de la coalition aussi, et ce qui est nécessaire, c'est que lorsque nous parlons de l'identification des risques, il est très souvent demandé de s'associer avec des organisations, des ONG, avec des gouvernements, avec des experts sur le sujet. Mais très souvent, cette association peut être très compliquée si elle est faite qu'au niveau d'une marque. Donc l'idée aussi est que la coalition permet d'avoir tous ces échanges à un niveau global. Et c'est ainsi qu'au sein de la coalition, nous avons notamment des marques et des retailers, que ce soit donc les gros du secteur, comme un H&M, un Primark, un Mark & Spencer, que LVMH, Kering,
Nike, Adidas, enfin, que ce soit ces entreprises-là, mais également des usines, qui font partie aussi de la conversation pour s'assurer que leur vécu, que leurs connaissances sont partagées dès le début, comme nous avons vu précédemment, comme il a été présenté donc justement par rapport à une problématique de ressources humaines. C'est bien lors du dialogue et de l'échange avec les manufactureurs que nous pouvons créer des systèmes et renforcer les capacités de vigilance. Nous avons également des industries associations qui font partie des providers de services, que ce soit les Intertech, SGS, Bureau Veritas, qui font partie de l'organisation, mais également des universités qui peuvent aussi apporter un certain savoir sur ces aspects-là. Nous avons également des ONG qui font partie de l'organisation, que ce soit Solidaridad aux Pays-Bas, WWF, qui font partie de l'organisation, mais également des gouvernements, que ce soit les agences de développement allemandes ou néerlandaises, afin que tous ces savoirs, toutes ces exigences, toutes ces attentes puissent être échangés au sein d'une plateforme, afin que les outils ensuite que les entreprises pourront développer et que les membres pourront déployer pour répondre à certains aspects du devoir de vigilance aient été déjà créés, co-créés avec tous ces acteurs pour qu'ils soient le plus solides possible et surtout le plus efficace possible pour que nous puissions tous ensemble améliorer la performance de notre chaîne d'approvisionnement. Et c'est ainsi que les premières étapes à quoi nous travaillons, et qui sont donc certains aspects du devoir de vigilance, mais c'est d'abord de se dire que si nous voulons être plus performants et être capables d'identifier les risques, cela ne peut être fait de manière propre, cohérente et pertinente, et surtout efficace, si cette approche est universelle au sein du secteur. S'il y a une même approche, une même et unique approche pour mesurer la performance, et également avec l'idée qu'une fois que cette performance est mesurée d'une manière unique, alors cela permettra aussi d'ouvrir toutes les portes relatives à la transparence, c'est-à-dire à la communication de ces éléments de performance pour garantir qu'un plus grand nombre d'acteurs puissent être associés à la résolution des problématiques, pour accroître la responsabilisation des marques et de tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement vis-à-vis de leurs propres performances, et de pouvoir comme ça être en mesure d'identifier de manière plus précise les risques et de se lancer dans un travail collaboratif pour leur amélioration. Donc c'est bien la mission que ce groupe sur ce groupe travaille. J'ai déjà présenté un petit peu les différents acteurs de la coalition. Vous avez ici une représentation sur le slide des différentes marques, gouvernements, ONG qui font partie de la coalition, pour bien illustrer que notre conviction profonde est bien qu'aujourd'hui, tous ces challenges-là peuvent se traiter au mieux que si tous les acteurs se mettent ensemble et que cela soit fait au niveau international, car au final, comme je l'ai dit, c'est bien une seule chaîne d'approvisionnement qui est réalisée. De manière plus concrète, comme j'ai précisé, dans la vision de la coalition s'articule autour de 3 points. Premièrement, donc créer un outil de mesure commun à tous, à savoir le Higg Index. Ensuite, que cet outil de mesure soit holistique dans le devoir de vigilance dont nous attendons bien la complétude de l'analyse de risque. Donc c'est pour ça que notre outil est adaptable à tous les points de la vie du produit ou de la vie des éléments de la chaîne d'approvisionnement. Donc que ce soit les usines, que ce soit sur le produit, que ce soit la performance des entreprises, des marques, aussi bien sur la partie sociale que sur la partie environnementale. Et enfin, que cette information soit disponible éventuellement ou soit mise à disposition des consommateurs, c'est-à-dire du public de manière plus générale, sur comment nous pouvons travailler ensemble pour que cela soit une force d'amélioration pour notre industrie. Donc de là est né le principe donc du Higg Index, qui est l'outil de mesure que nous utilisons au sein de la coalition pour mesurer donc ces performances et qui permet donc de manière simplifiée d'avoir accès au premier élément relatif à la connaissance des risques et des challenges dans sa chaîne d'approvisionnement. Donc qu'est-ce qu'il couvre aujourd'hui de manière très concrète? Il couvre donc, comme je l'ai dit, différents aspects de la chaîne d'approvisionnement. Il couvre tout d'abord la partie, sur la partie environnementale, la partie matérielle. C'est-à-dire quand il est demandé à une marque d'avoir une connaissance sur les impacts environnementaux créés et les risques environnementaux créés par exemple par son approvisionnement
en matière première, que ce soit en coton, polyester ou quels que soient les éléments. Il y a une base de données commune qui a été créée au niveau donc de l'industrie qui permet d'identifier les impacts environnementaux associés à un niveau global à chacun de ces éléments. Cela permet donc à une entreprise d'identifier rapidement des moyens d'action, soit en changeant certains approvisionnements, soit au contraire en voyant comment avoir une action ciblée sur sa chaîne d'approvisionnement pour résoudre les problématiques qui auront pu être identifiées en utilisant cet outil. C'est un premier point. Ensuite, de manière plus précise, nous avons mis en place deux outils pour la mesure environnementale et pour la mesure sociétale au niveau des usines, ce qui est présenté à droite par le HIG Facility Environmental Module et HIG Facility Social Labor Module. Ces éléments-là permettent donc d'avoir une vue d'ensemble sur la partie performance, donc identification des risques, mais aussi de la performance globale des usines, quel que soit leur niveau dans la chaîne d'approvisionnement. À partir du moment, j'ai coutume de dire, où il y a un toit et une porte, l'outil est applicable, donc il permet d'identifier ces deux éléments-là. Ensuite, ce que nous avons mis en place aussi dans un souci d'équité, est bien de se dire que l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement, et encore, comme vous avez pu aussi l'entendre au début, certes passe par une amélioration des pratiques des fournisseurs, mais par exemple, si je prends juste l'exemple qui a été partagé par la précédente panéliste, quand on demande à un fournisseur quelles sont ses problématiques aujourd'hui, il va des fois parler de les politiques achats des marques. Et donc, il nous semble important, dans un devoir de vigilance, aussi de prendre en compte, et pour avoir cette vue globale, les politiques et les pratiques des marques et des retailers. C'est pour ça que nous avons mis, et nous sommes en train de travailler, nous allons déployer dans quelques mois, la deuxième version de notre outil, sur lequel je reviendrai plus en avant après, qui permet la mesure de la performance environnementale et sociale d'une politique de marque. Ça, c'est le premier point sur lequel, c'est un des points importants, c'est-à-dire que l'on va pousser une marque à identifier, à bien analyser et se poser des questions sur sa connaissance de sa chaîne d'approvisionnement, tout d'abord, de son degré d'engagement, que ce soit sur le social ou l'environnement, avec chacun de ses partenaires, des aides politiques et pratiques qu'elle va promouvoir vis-à-vis de ses fournisseurs, et ainsi de suite, pour avoir une vue globale. Enfin, nous avons aussi mis en place un outil, je vois qu'encore, est-ce que vous m'entendez encore? Est-ce que vous m'entendez? Ah, parce que je vois que quelqu'un... Ah d'accord, Fatimi disait qu'elle n'entendait plus. D'accord, très bien. Oui. Donc je continue. Ensuite, nous avons donc la partie produit qui permet aussi de mesurer la performance environnementale plus complète d'un produit. Aussi également dans un souci d'avoir une évaluation complète avant la mise sur marché de la performance environnementale d'un produit pour connaître aussi ses risques, sa performance, pour pouvoir agir le plus en amont possible, que ce soit par le choix de matière, le choix de processus industriel, sur cette pratique-là. Donc, nous avons bien une vue d'ensemble, que ce soit sur le social et l'environnemental, sur la partie fournisseur et marque, et sur la partie environnementale concernant le produit et les matériels, qui permet d'avoir déjà une vue globale pour identifier les risques, ce qui est un préalable à tout moyen d'action. Donc, nous travaillons bien sur les trois éléments, la partie produit, la partie usine et la partie marque, pour voir la complétude de l'information. Cependant, comme vous le savez, et donc c'est ce que nous travaillons avec tous nos membres, l'idée est bien de se dire qu'une fois que cette analyse est réalisée, ce n'est pas tout, ce n'est que le début. Donc c'est-à-dire que nous avons aussi, nous travaillons avec nos membres pour que tous ensemble, nous puissions créer tous ensemble toute une panoplie d'outils qui va au-delà de l'identification du risque, pour qu'aussi les méthodologies d'amélioration soient non pas déjà communes, mais au moins évoluent dans un même cadre pour encore un niveau de formalisation. Alors, je vois que je ne sais pas si tout le monde m'entend bien, je suis désolé pour cela. C'est-à-dire qu'il y a différents éléments. Dans un premier temps, comme j'ai dit, nous allons donner des formations, nous allons promouvoir des formations au sein des fournisseurs pour qu'ils soient capables d'identifier leurs problématiques et de le faire au mieux. Ensuite, nous avons tout aussi un outil qui permet d'auditer cela, de vérifier les informations données par le fournisseur pour qu'il puisse évaluer s'il est capable de bien comprendre ses propres problématiques et de les transmettre à ses différents partenaires pour que ceux-ci aient aussi accès à cette même élément. Nous avons ensuite
tout aussi des éléments que nous appelons donc Impact Knowledge Badge et l'Impact Institute, qui permettent aussi de présenter aux fournisseurs, pour chacune des catégories, les solutions qui peuvent se présenter à eux. Par exemple, il va être demandé dans un souci de devoir de vigilance, par exemple, si je reprends la partie environnementale, pour illustrer un autre aspect que celui présenté précédemment, nous allons demander à un fournisseur, par exemple, à une teinture, est-ce qu'elle a d'abord une idée de la problématique hydrique sur sa zone? Il est évident qu'un petit teinturier, si on lui demande juste ça, il peut avoir des difficultés pour trouver cette information. Donc, nous veillerons à ce que, une fois que la question a été posée, associé à ça, nous puissions guider le teinturier sur deux outils disponibles en ressources en accès libre qui permettent de faire cela, que ce soit l'outil du World Resource Institute aux États-Unis ou du WWF qui permettent de créer cette cartographie des risques. Donc, c'est tout cela que nous travaillons, plus enfin un élément de communication qui permet de partager cette information avec ses parties prenantes, avec ses fournisseurs, avec ses clients, qui que ce soit qui soit utilisé pour que cette performance soit rendue publique, pour inviter également les différentes personnes soit à challenger l'information et dire que eux ils ont une information différente, dans un souci d'amélioration encore de la qualité des informations reçues, ou de proposer des solutions pour dire bon ben j'ai identifié, vous avez partagé telle problématique, voilà également les solutions que je peux vous apporter. Donc cela permet d'accélérer l'amélioration et encore une fois de responsabiliser toutes les personnes. Ça c'est un travail donc que nous menons de manière globale et ce que nous réalisons aussi, c'est que parfois nous nous rendons compte que quand nous travaillons sur ce sujet, eh bien nous devons aller au-delà du tiers de l'industrie sur lequel nous travaillons. C'est le cas notamment sur la partie sociétale, où nous avons mis en place un projet qui avait pour but d'associer différentes initiatives du style identique à la Sustainable Apparel Coalition pour que on aille au-delà du tiers de l'industrie qui s'aligne sur un outil commun de la mesure de la performance sociale des fournisseurs. Donc c'est le projet de Social and Labor Convergence Project. Vous avez le lien qui s'affiche à l'écran, qui permet d'identifier donc et de créer tous ensemble un outil commun. Ce projet a été lancé maintenant il y a 3 ans, lancé par la Sustainable Apparel Coalition, mais qui a été rejoint par d'autres initiatives, que ce soit l'OIT et l'initiative Better Work, que ce soit l'OCDE, qui est aussi membre de ce groupe de travail, qui est dans le Steering Committee, et c'est ainsi que nous pourrons créer ce travail-là. Je vais répondre ensuite je prendrai les questions juste ensuite, mais j'ai bien noté Magali votre question. Donc ensuite, comment cela va, et je vais y répondre notamment sur la dernière partie. Donc c'est un travail dans la partie convergence qui a été travaillé maintenant, qui a été lancé il y a plus de 2 ans et qui va se terminer en mai et donc qui donnera pour l'industrie cet outil unique qui permettra de réduire de manière drastique le coût de la mesure de la performance sociale. Nous savons aujourd'hui que nous sommes dans une industrie, l'industrie textile, qui est très grandement dysfonctionnelle, qui investit énormément dans la mesure de la performance, mais pas assez dans la résolution des problématiques. Donc, tous les outils de mise en commun de la performance ont pour but de libérer des ressources, notamment, et surtout ce projet de convergence, de libérer des ressources pour après être plus à même de résoudre les problèmes en commun. Donc, c'est vraiment l'ambition. Et donc, l'ambition est également, par exemple, dans ce projet de convergence, d'identifier les problématiques d'atteinte au travail, toutes les problématiques. Ça ne va pas être uniquement une problématique sur les heures de travail ou sur le travail forcé ou sur les problèmes de liberté d'association. C'est vraiment une approche holistique aussi qui est présentée ici pour que tout l'éventail des problématiques potentielles sur le social ou l'environnement soit identifié. Donc c'est bien la volonté pour qu'afin tous les membres aient une vue globale sur toutes leurs problématiques et tous leurs risques. Donc comme je disais, il y a un des travaux principaux que nous faisons et qui est en lien très directement avec la problématique du devoir de vigilance, surtout si je le prends dans une approche marque. Donc ce que nous avons créé, donc c'est l'outil marque qui permet à une marque d'identifier ses problématiques. Cela permet cependant aussi d'avoir tout d'abord une vue d'ensemble de l'industrie.
Comme je l'ai dit, lorsque l'industrie se met ensemble pour identifier ces problématiques, il est rare qu'une problématique soit propre à un seul site ou une seule marque. Par exemple, tout à l'heure, nous avons eu une présentation relative à la problématique heure de travail. Cependant, la problématique heure de travail est extrêmement généralisée. Elle n'est pas propre à une marque par rapport à une autre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi parfois un intérêt à identifier des problématiques globales pour que des approches globales, des solutions globales puissent être développées. Et donc, ce module marque permet, par exemple, d'identifier les pratiques des marques pour pouvoir aussi voir s'il y a certaines tendances, certaines bonnes pratiques ou au contraire certaines pratiques défectueuses qui se retrouvent très présentes et qu'il faut travailler à un niveau plus global. C'est ainsi que nous avons travaillé avec d'autres organisations, que ce soit le Boston Consulting Group ou le Copenhagen Fashion Summit et le Global Fashion Agenda, désolé pour tous ces acronymes, sur un rapport qui s'appelle The Pulse of the Fashion Industry Report, qui a permis d'identifier comme ça des problématiques communes à l'industrie pour qu'ensemble nous identifions 3, 4 leviers d'action, que ce soit le living wage, que ce soit le salaire décent, que ce soit des problématiques liées à la recyclabilité des produits. Donc identifier 3, 4 grandes problématiques qui nécessiteront, elles, un travail global pour qu'une marque puisse s'adosser à celle-là afin de mener à bien son travail lié à tout ce qui est attendu d'elle par rapport au devoir de vigilance. Parce qu'encore une fois, cette problématique étant complexe, multiple, une seule marque ne peut pas y répondre à toutes indépendamment, mais doit bien répondre à cela de manière coordonnée. Donc c'est le travail qui a été fait et qui a été mené dans ce secteur d'activité. Et aujourd'hui, notre outil nous permettra et permet à une marque de bien prioriser les actions. C'est-à-dire qu'une fois qu'une marque aura pu répondre à toutes les questions qui ont été posées, et si elle le souhaite également avoir une vérification de ce qu'elle a répondu, elle aura bien identifié ses priorités d'action et sera guidée vers des solutions d'amélioration. Nous faisons aussi en sorte que cela, bien entendu, encore par rapport à notre volonté d'avoir une vision globale sur le devoir de vigilance, soit aligné avec différents standards identifiés, mais également des initiatives gouvernementales ou multigouvernementales. C'est ainsi que nous avons travaillé, que nous travaillons actuellement avec l'OCDE, qui a créé un guide sur le devoir de vigilance du secteur textile, qui est une sorte de base sur laquelle justement, notamment par exemple, les travaux en France ou d'autres pays vont pouvoir et peuvent se développer. Donc, nous travaillons avec eux pour qu'ils puissent évaluer que toutes les questions que nous posons soient bien alignées avec les obligations et les attentes liées au devoir de vigilance. Et ensuite, dans ce module, nous aurons aussi, bien entendu, toute une possibilité de partager les informations avec tous les différents secteurs et les différents acteurs. Je vais aller rapidement sur les deux dernières parties pour que nous ayons plus de temps aussi sur les éventuelles questions. Pour présenter, par exemple, sur les derniers éléments par rapport à la partie transparence. La partie transparence n'est pas qu'un label. L'idée n'est pas forcément d'avoir cette information présente au niveau du produit. Ça peut très bien être sur un site internet, ça peut très bien être sur différents éléments, mais nous savons que notre secteur, le secteur textile, commence à généraliser la communication des listes de fournisseurs. Donc il n'y a qu'un pas, entre guillemets, c'est facile à dire, mais qui nous permettra d'atteindre plus tard la transparence de la performance de chacun des fournisseurs, par exemple, ou la performance d'une marque. Et c'est ainsi que nous travaillons sur tout un système qui permet, une fois qu'il y a eu une évaluation qui a été faite, qu'il y a eu une formation donnée, qu'il y a eu un audit, que nous puissions communiquer cette information de manière finale. Car tout ce que je présente là, tout le système de vérification, est axé autour d'une plateforme commune, une plateforme informatique commune qui, de la même manière qu'un LinkedIn, permet à chacun des acteurs de la chaîne d'approvisionnement de partager ses données, ses informations relatives à sa propre performance. De la même manière que vous partagez vous-même votre expérience professionnelle et votre réseau au sein d'un LinkedIn. Donc c'est tout cela que nous travaillons actuellement et sur lequel nous développons et qui a été travaillé. Donc, je passe rapidement sur les éléments plus techniques pour montrer donc encore une fois les gens qui travaillent sur ce projet au sein de la coalition. Ce qui est fait, c'est que le staff de la coalition, les gens comme moi qui travaillent au sein de la coalition, notre rôle est surtout de mettre en commun tout le savoir et toutes les connaissances au sein de toutes nos marques pour que ce soit vraiment une recherche, comme une mise en commun de toute la recherche et développement au niveau du développement durable de toutes ces marques
mais également d'autres personnes externes, des ONG, d'autres acteurs qui permettent de travailler sur cet aspect-là et qui nous ont amené à développer une approche par exemple par différentes couches de la performance qui permet une capture aisée et compréhensible de la performance pour que chacun des acteurs ait une vue. Donc que ce soit sur la couche numéro 1, où vous pouvez avoir des petits visuels comme ceux que vous voyez à droite de l'écran, que ce soit une approche 2 qui permettra d'avoir une visibilité plus grande sur des données plus précises, que ce soit par exemple, c'est là où vous pourrez voir peut-être une information plus précise sur la performance relative aux heures de travail, sur la liberté d'expression, qui sera présentée. Et nous, c'est tout ce que nous avons créé actuellement, que nous continuons à développer, qui nous permet de travailler sur ces éléments-là, pour que d'ici quelques années, nous ayons tout un système qui nous permette, quel que soit le mode d'accès à l'information, que ce soit via les sites de e-commerce, que ce soit via les sites de vente, que ce soit via les sites institutionnels des fournisseurs, des entreprises, d'avoir accès à cette information pour, encore dans la partie obligation relative au devoir de vigilance, il y a cet important élément de aussi communication des informations. Donc, c'est bien tout un écosystème qui est mis en place par l'organisation qui permet d'avoir une visibilité dans un premier temps non seulement sur les risques, mais aussi où l'industrie en commun met en place des éléments qui permettent l'amélioration et la résolution des problématiques. Donc, pour qu'une fois la problématique est identifiée, alors soit individuellement, soit de manière groupée, une pratique est résolue. Et enfin, aussi un élément d'amélioration qui est ainsi travaillé. Donc, c'est actuellement ce sur quoi nous travaillons et nous continuons à nous développer, ce qui nous laissera, et ce sur quoi nous allons nous développer aussi dans les prochaines années, en développant encore plus nos capacités d'identification des risques, en améliorant de manière permanente nos outils, en travaillant pour avoir un déploiement et un outil effectif de communication de l'information. Ce que je vous ai montré aujourd'hui sont des documents d'études sur la partie transparence, à savoir que nous travaillons pour que tous nos membres et tout le secteur puissent avoir un outil commun de communication de la performance environnementale et sociétale dans les 2-3 prochaines années. Et enfin, pour que nous travaillions de manière plus coordonnée sur l'amélioration de ces problématiques et sur le déploiement de toutes les solutions. Donc ainsi, c'est vraiment une entreprise, tout un secteur qui travaille en commun pour développer tout un nombre d'outils qui permettront à chacun de ses membres de répondre à de très nombreuses attentes qui font partie du devoir de vigilance. Donc voilà pour ma partie présentation. Je peux répondre aux questions qui ont été posées sur la partie questions. Et si d'autres questions arrivent en cours, n'hésitez pas à les poser. Donc, ce que nous avons là, quel effet sur ce guide de l'expérience du Bangladesh? Donc, si par rapport à l'expérience du Bangladesh, Madame Pichnou, vous faites référence à l'accord, ce que l'accord a prouvé est que la collaboration entre les différents acteurs, même si malheureusement ça a été fait bien trop tard, mais en tout cas que la collaboration entre les différents acteurs est la voie de résolution des problématiques. Par exemple, le Bangladesh, les problématiques étaient énormes, sont toujours d'ailleurs énormes, mais la problématique principale, relative par exemple à la sécurisation des bâtiments, que ce soit sur les parties structurelles, électriques ou incendies, cette résolution-là n'est possible que quand tous les acteurs, quels qu'ils soient, se mettent ensemble pour résoudre le problème et font ça en partenariat avec des ONG et avec le gouvernement. C'est pour ça que, par exemple, quand j'ai présenté au début la structure de la coalition avec tous ces acteurs-là, c'est aussi en s'inspirant d'expériences comme celle-ci que nous avons pu travailler et créer cet élément-là. Donc nous voyons l'expérience du Bangladesh comme un élément qui a permis un réveil, entre guillemets, de l'industrie, mais également un élément qui permet d'identifier des très bonnes pratiques qui ont été mises en place pour la résolution de ces problèmes. Même si maintenant il reste encore énormément de choses à faire au Bangladesh, sur la partie de travail, salaire et d'autres éléments. Mais ces parties-là aussi, sur la partie salaire, sont traitées aussi via des regroupements de marques qui vont avoir un push commun vis-à-vis du gouvernement sur les conversations par rapport au salaire minimum et d'autres éléments-là. Quel impact, l'autre question que vous posez, quel est l'impact sur le commerce numérique? Donc par exemple, ce que nous présentons là sera quelque chose qui pourra tout à fait s'intégrer dans toute plateforme de e-commerce. Vous vous rendez compte aujourd'hui que de plus en plus de marques vont vers une transparence de l'information. Par exemple, si je prends un des membres qui a donc H&M, a une marque Arket,
Et quand vous allez aujourd'hui sur le site de e-commerce de Arket, vous voyez que pour chacun des produits est donné le nom, l'adresse du fournisseur qui a fait ce produit. Donc l'information que nous allons pouvoir donner ensuite, par exemple relative à la performance du site, pourra tout à fait s'associer et venir compléter l'information déjà donnée. Parce que bon, une photo de portail et une adresse de fournisseur est intéressant, mais ce n'est pas tout. Ça montre déjà que la transparence, on va dire, la volonté de transparence de la marque. Maintenant, comment aller plus loin pour donner plus d'éléments qui donneront vraiment la performance de ce fournisseur. Donc, c'est bien un impact que nous voyons de complémentarité des informations de e-commerce. Et justement, après, pour la responsabilisation des consommateurs et l'information des consommateurs, dont nous voyons via notamment ces parties de e-commerce que cela nous permettra, une fois que l'information sera donnée, cela permettra donc aux consommateurs d'avoir les outils nécessaires pour activer, s'ils le souhaitent, leur pouvoir décisionnel et pour pouvoir orienter leurs achats. Une question avait été posée par rapport aux centrales d'achat de la grande distribution. Aujourd'hui, les centrales d'achat de la grande distribution, par contre, travaillent, sont des centrales d'achat avec un but achat. Il y a certaines centrales d'achat, en tout cas pour les entreprises, pour certains groupes d'achat français qui ont mis en commun sur une certaine plateforme leur outil de mesure de la performance sociale, notamment via l'ICS, qui est une initiative franco-française. Et après, pour le moment, chacun des grands distributeurs peut avoir une approche différente. Mais c'est pour ça que nous avons à cœur qu'une transformation de l'industrie soit faite avec tous les acteurs de cette industrie qui soient présents. Ensuite, donc une autre question relative au-delà de la communication sur les bons élèves, comment mettre les produits sains au niveau de toutes les bourses pour dissuader les producteurs de continuer de ce qu'ils font depuis trop longtemps, notamment en Tunisie où je vis. Enfin, je lisais le commentaire. dont le but est, et ça c'est quelque chose que nous rejoignons complètement, c'est pour ça que nous ne sommes pas un système de labellisation en soi, c'est-à-dire que notre ambition est bien que, et c'est ce sur quoi nous travaillons, notre vision ultime est bien que par exemple, sur tous les produits, demain, vous ayez l'information. Non pas que les meilleurs produits, ça en soi ça existe déjà. Il y a des labels Fairtrade, il y a des labels éco-responsables, il y a des labels qui existent. Et on sait que ça, justement, ça ne permet qu'une labellisation de ce qui se fait de mieux, mais ça oublie complètement là où est véritablement l'impact sur les fournisseurs qui sont les plus mauvais et sur les produits qui sont les moins performants. Notre ambition est bien, comme il a été fait déjà dans d'autres secteurs, comme ça a été fait au niveau, par exemple, du label ABCDE que vous voyez sur tous les produits électroniques, d'avoir une démarche faite au niveau de l'industrie, pour que nous puissions dire, et c'est déjà ce qui est en train de se discuter dans les termes de référence en interne, que si par exemple une marque va communiquer sur ses fournisseurs, elle n'a pas le droit de communiquer uniquement que sur les bons, comme on voit trop souvent dans les rapports du développement durable. Idem pour les produits, que si jamais une volonté de transparence au niveau du produit est faite, ce soit bien pour qu'à terme, soit toute la gamme qui soit communiquée, et non pas que uniquement la gamme éco-responsable. Parce que sinon, en effet, comme vous le dites, il ne va y avoir que les bons qui vont être récompensés, le reste va rester derrière, et nous ne pourrons pas avancer proprement. Par contre, un point important à se dire, donc quand vous dites comment mettre les produits sains au niveau de toutes les bourses pour dissuader les producteurs de continuer ce qu'ils font, il y a un élément clé, à savoir que très souvent la simplicité est la clé de la réduction de l'empreinte environnementale. Plus un élément est cher, sous-entendu plus il est complexe, plus il va être compliqué dans sa réalisation, plus il va avoir un impact environnemental négatif. Comparé à un produit très simple, un bon t-shirt, bon je ne vais pas faire de publicité, mais d'une marque basique mais bien solide, en coton tout simple, sans aucun print, sans quoi que ce soit, sera toujours bien plus éco-responsable qu'un t-shirt pseudo-éco-responsable d'une marque qui se promeut plus éco-responsable, mais qui aura tout un système de print et d'autres qui va réduire la qualité du t-shirt. Donc très souvent, et c'est ce que l'on voit déjà sur la partie produit, et notamment sur la partie environnementale, ce qui est le moins cher, sous-entendu le plus simple, sans tout un tralala d'éléments dispendieux, sera ce qui est ultimement sera le plus performant d'un point de vue environnemental. Et ensuite, donc une autre question relative de Madame Cross sur on est sensibilisé aux conséquences environnementales et sociales de la fast fashion. Le Index prévoit-il d'inclure d'une façon ou d'une autre cette dimension? Bien entendu, quand vous voyez nos membres, qui sont pour beaucoup des entreprises qui sont membres de la fast fashion, nous voulons bien identifier les impacts et la performance environnementale et sociale de ces éléments-là. Donc, notamment, par exemple, sur la partie produit, il y a eu de grands débats sur comment évaluer la durabilité d'un produit.
c'est-à-dire comment pouvoir récompenser un produit qui est fait pour durer d'un produit qui est fait pour être mis 3 fois en soirée. Donc, c'est tous ces éléments-là qui sont inclus. Voilà, au plaisir. Et ensuite, une dernière question. Comment discipliner les donneurs d'ordre dans le respect des contraintes de producteurs, en particulier les délais? C'est une très bonne question parce que je pense que notamment cet élément-là est un des nœuds du problème, à savoir sur toute la problématique, en tout cas, heures de travail et paiement des salaires. Et je pense que, bon, discipliner, c'est compliqué parce que discipliner passerait par des obligations, enfin par un système international de disciplinage, enfin c'est pas français, mais en tout cas de discipline, qui serait compliqué. Mais il y a un autre élément, qui est de dire ce que j'ambitionne et ce que je vois qui pourrait arriver, c'est que si dans l'outil de mesure de la performance d'une marque, on a tout un élément qui permet, par exemple, d'évaluer la qualité de la politique achat d'une marque, qui inclut notamment, par exemple, la partie délai, et que cette donnée-là est rendue publique, alors ce sera l'élément qui nous permettra d'avancer, parce que rendre cette information publique déjà permettra de responsabiliser les marques, de les pousser à faire mieux pour ne pas se montrer sous un mauvais jour d'une certaine manière, et permettra déjà de rentrer dans un cercle plus vertueux. Et à terme, si il n'y a pas d'amélioration sur cet aspect-là, le mieux que peut faire une organisation comme la coalition serait de faire sortir les personnes qui ne respecteraient pas cela. Nous avons déjà dit à nos membres que nous attendons d'eux qu'ils s'améliorent d'année en année. Ça c'est toute une partie que je n'ai pas pu développer là, mais qui permet déjà d'avancer sur cet élément-là. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres éléments? Merci. Merci Baptiste. Moi, il y avait une question qui datait